Bonjour, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Oui, je suis Jorge Flores Aranda, je suis professeur à l'École des travail social à l'Université du Québec à Montréal. Je suis également titulaire de la chaire de recherche du Canada TRADIS pour Trajectoire Diversité Substance. Je travaille surtout sur les liens entre la consommation de substances et la sexualité. Aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène qu'on appelle le chemsex. Donc je vais tout de suite partager l'écran. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais, merci. Très bien. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un survol du phénomène du chemsex. D'abord, on va le définir, évidemment, et puis ensuite, on parlera d'autres éléments. Donc il n'y a aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, les deux objectifs pour les prochaines minutes, le premier, c'est de comprendre le phénomène du chemsex, donc déjà de savoir qu'est-ce que c'est, et ensuite identifier quelques besoins et quelques pistes d'action en matière d'intervention auprès des personnes qui pratiquent le chemsex, à partir donc des quelques données qui proviennent de mes travaux, mais aussi des travaux qui sont menés ailleurs sur le sujet. Donc, c'est quoi le chemsex? Il faut dire que c'est une définition qui est en évolution. Donc, la première fois on a utilisé le terme chemsex, c'était en 2014 dans une revue scientifique et depuis, la définition a évolué. Ah, chemsex est la contraction de deux mots, en fait, chem pour chemical et sex pour sexualité, donc la consommation des produits en contexte de sexualité. Donc, le chemsex, c'est une forme de consommation sexualisée de substances. Ok. De façon générale, on peut dire que la consommation sexualisée de substances concerne plein de gens. Qu'on pense à la consommation d'alcool, par exemple, dans un rendez-vous romantique, ou qu'on pense au fait de fumer un joint pour être un peu plus relax pour une rencontre sexuelle. Donc, la consommation en contexte de sexualité ou la consommation sexualisée de substances est pressante, elle concerne beaucoup de gens et ce n'est pas nécessairement, évidemment, une pratique problématique en soi. De façon plus précise, le chemsex est plutôt une pratique culturelle associée donc aux personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des genres, qui a pour but en fait d'intensifier, de prolonger les rencontres sexuelles. Et quand on parle de prolonger les rencontres sexuelles, on parle de les prolonger pendant des heures, voire même des jours. Euh, Au tout début, on a associé le chemsex, outre à ces aspects culturels, on l'a associé à trois substances principalement, donc la méthamphétamine, la kétamine et le GHB. Après, il y a eu plusieurs débats concernant en fait le fait de restreindre la définition du chemsex à ces trois substances. Et voilà, parce que dans d'autres pays, dans d'autres contextes, on utilise d'autres substances. Par exemple, en Europe, on va utiliser beaucoup de dérivés des catinones qui sont relativement facilement accessibles par Internet. Et donc, dans certains endroits du monde, on ne va pas nécessairement utiliser ces trois substances qui faisaient partie de la définition initiale. Donc, comme je vous disais, une pratique plutôt sous-culturelle. Mais ça ne veut pas dire que des pratiques qu'on pourrait associer au chemsex, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas nécessairement présentes dans d'autres populations, on va le voir tout à l'heure. Et en soi, comme la consommation sexualisée de substances, le chemsex n'est pas problématique en soi. En revanche, on voit qu'il y a des personnes qui vont développer des enjeux en lien avec leur consommation, que ce soit des enjeux en termes de santé physique, qu'on parle d'infection VIH, ITSS, hépatite C ou autre, des enjeux en termes de santé mentale, psychose, dépression, anxiété, etc., ou des problèmes relationnels, des problèmes aussi sur leur santé sexuelle, par exemple le fait de ne pas être en mesure d'avoir de la sexualité sobre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en fait que le sexe peut être un phénomène qui s'étale en fait entre deux pôles d'un continuum entre le plaisir et éventuellement la souffrance pour certaines personnes.
La définition que je retiens et qui se veut un peu une réponse en fait aux différents débats actuels sur la question de la définition du chemsex, c'est une pratique qui est associée donc à la culture queer. Quand je dis culture queer, je veux dire à la culture LGBTQ2S+, en fait, et qui implique une consommation volontaire de certaines substances dans le but donc de faciliter, intensifier ou prolonger les rencontres sexuelles, qui peut impliquer un ou plusieurs partenaires, qui peut aussi impliquer différentes substances qui sont utilisées dans le but explicite donc de prolonger ou intensifier les rencontres sexuelles et qui sont une pratique qui est pratiquée par des personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des genres. La plupart des études sur le chemsex se penchent principalement sur des hommes cisgenres, donc sur des hommes qui s'identifient au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Or, on voit dans plusieurs études que le chemsex implique aussi des personnes trans, des personnes non binaires. Quand on parle des personnes trans, on parle des femmes trans, des hommes trans, et donc, comme je disais aussi, des personnes non binaires. Donc, il y a encore peu d'études qui ont regardé la pratique du chemsex dans les différentes sous-populations, si on veut, des personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, si on veut parler de façon simple, la plupart des études se sont concentrées sur l'acronyme G pour gay de l'acronyme LGBTQ+, et peu d'études ont été faites donc sur les autres populations. Quelle est l'ampleur, pardon, oui, quelle est l'ampleur du phénomène du chemsex? De façon générale, on sait que les personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des gens consomment environ 3 fois plus que le reste de la population pour différentes raisons. Il y a une enquête, l'enquête EMIS, qui a été menée auprès des plus de 5000 hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et quand je vous le disais tout à l'heure, donc, la plupart des études se concentrent sur des hommes cisgenres. Et selon cette enquête, en fait, on a vu que 21,5% des répondants avaient pratiqué le chemsex au moins une fois dans leur vie et 12,5% l'avaient fait au cours de la dernière année. Euh, Plus près de nous, donc l'enquête Engage, qui est une enquête menée à Montréal auprès des 1179 hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, on a vu que 18,7% de répondants avaient consommé des substances associées au chemsex au cours des 6 derniers mois. Et donc, ça veut dire qu'il y avait des personnes qui avaient une forme de consommation sexualisée de substances associées au chemsex, mais ça ne veut pas dire évidemment que toutes ces personnes-là avaient nécessairement des problèmes en lien avec leur consommation. Pourquoi est-ce que les personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des genres consomment davantage? Il y a différents facteurs explicatifs. Un d'entre eux est le fait que, comme conséquence en fait, de la discrimination et la stigmatisation dont ces populations font face, même jusqu'à maintenant, en 2024, il y a ce qu'on appelle une forme de stress minoritaire, c'est-à-dire que le fait d'appartenir à un groupe minoritaire génère plus de stress chez une communauté. Et parfois, pour faire face à ces différentes formes de stress, une des stratégies d'adaptation est la consommation. Après, il y a d'autres éléments explicatifs dans le fait que dans les espaces de socialisation des personnes LGBTQ+, la consommation est souvent présente, l'alcool ou autres substances sont souvent présentes. Et également, il y a des conséquences associées à l'hétéronormativité, la cisnormativité. Qu'est-ce que ça veut dire? On vit dans une société qui valorise davantage l'hétérosexualité comme mode de vie. Et donc, des personnes qui ne cadrent pas dans cette norme vont se sentir évidemment discriminées, stigmatisées. La cisnormativité, c'est le même principe, mais pour des personnes cisgenres. Donc, je rappelle, les personnes cisgenres, ce sont des personnes qui s'identifient au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Les populations aussi de la diversité sexuelle et la pluralité des genres ne sont pas homogènes et donc elles vont être aussi affectées par différentes situations, différentes caractéristiques et donc elles vont être aussi touchées par des façons différentes par les déterminants sociaux de la santé. Elles vont faire face aussi à différents facteurs d'oppression, que ce soit en termes de leur statut migratoire, de leur origine ethnoculturelle,
leur statut sérologique, etc. Et puis évidemment, il y a aussi le fait de vouloir avoir davantage de plaisirs et des sensations. Donc ce sont aussi des facteurs explicatifs qui viennent en fait euh, nous donner des pistes sur pourquoi en fait les personnes dès la diversité sexuelle consomment davantage des substances et donc parfois ont aussi davantage des problèmes en lien avec leur consommation. Les principaux besoins en matière d'intervention concernant le chemsex. Si on parle en fait de besoins pour les services, notamment qui offrent des interventions dans le domaine des dépendances, on peut penser par exemple à l'offre d'avoir une réponse aux besoins physiologiques. C'est-à-dire que parfois, les personnes qui arrivent dans des centres de réadaptation, par exemple, on leur demande tout de suite de participer aux activités, alors que plusieurs d'entre elles se retrouvent en manque, en fait, ou en arrêt des consommations des stimulants, notamment de la méthamphétamine. La méthamphétamine étant le produit le plus consommé en contexte de chemsex à Montréal et ailleurs au Canada. Donc, les participants à plusieurs de ces études nous rapportent justement qu'ils ont besoin, lorsqu'ils arrivent dans un service, d'avoir davantage enfin, d'heures de sommeil, de reprendre leur alimentation, parce que pendant que les personnes consomment, évidemment, elles ne dorment pas ou elles dorment peu, elles mangent peu également. Un autre besoin, c'est d'avoir de l'information sur les substances utilisées en contexte de chemsex. Une bonne partie des personnes qui participent à nos études, par exemple, nous rapportent qu'ils ils se sont initiés au chemsex sans nécessairement savoir qu'est-ce qu'ils consommaient. On leur a offert de la méthamphétamine dans un sauna ou dans un sex party et elles ne sont pas nécessairement su qu'est-ce que c'était. Lorsqu'elles sont posées la question, on leur a dit que c'était la tina. La tina étant le nom de rue pour la méthamphétamine, mais ils ne se sont pas posés davantage des questions. Donc, il y a actuellement, peu de campagnes d'information et de prévention donc, sur les différentes substances qui sont utilisées en contexte de chemsex. Donc, ça, c'est un autre besoin. Un autre besoin, c'est favoriser une meilleure santé sexuelle, incluant dans le dépistage et l'accès à la PrEP, par exemple, parce que en dehors des grands centres, en dehors de Montréal et même en dehors de certains quartiers à Montréal, il est parfois difficile pour certaines personnes d'obtenir des prescriptions pour la PrEP, alors que dans un contexte de chemsex, ces personnes vont être souvent exposées à des risques d'infection au VIH et donc la PrEP serait très utile pour certaines personnes. Recevoir du soutien psychosocial adapté, on connaît peu, sur le chemsex dans les services en dépendance, dans les services en santé sexuelle, on connaît parfois peu sur la consommation de substances. Donc, ici, vous êtes dans un groupe où vous échangez sur les troubles concomitants santé mentale et dépendance. Je pense que dans le domaine du chemsex ou dans le domaine de la consommation sexualisée, on se retrouve quelques années derrière ce qui s'est discuté dans le domaine des troubles concomitants. C'est-à-dire qu'ici, on parle de sexualité et des consommations des substances en même temps. Et donc, les organismes, les associations qui travaillent dans le domaine de la santé sexuelle connaissent peu la dépendance et les organismes qui travaillent en dépendance connaissent peu la sexualité. Donc, il faut un maillage entre ces deux mondes pour offrir davantage des services adaptés aux personnes qui pratiquent le chemsex. Un autre élément, donc, c'est de recevoir des services adaptés, évidemment, dans les centres de traitement pour les dépendances lorsque ces personnes en ont besoin. Désolé, je ne sais pas pourquoi ma diapo ne passe pas à la suivante. Voilà, quelques pistes d'intervention. Donc, pour suivre la sensibilisation des professionnels de la santé, actuellement, il y a une formation de l'INSPQ sur le chemsex qui a pour but donc, de sensibiliser, de former les personnes qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi dans le milieu communautaire sur le chemsex. Continuer aussi la sensibilisation auprès de personnes de la liberté sexuelle et de la pluralité des gens pour qu'ils sachent davantage qu'est-ce que c'est que le chemsex, mais aussi comment éviter certaines substances ou éviter certainement des consommations. Sensibiliser aussi le réseau de la santé et des services sociaux sur les besoins spécifiques des personnes qui pratiquent le chemsex. Comme je vous disais il y a quelques instants, on a besoin donc d'avoir ces maillages entre sexualité et dépendance.
Intégrer également de pair dans les ressources, diversifier les ressources pour répondre aux besoins des personnes qui pratiquent le chemsex, favoriser la collaboration et évidemment évaluer, pérenniser les services. J'ai mis également dans signe diapositive quelques ressources disponibles actuellement. Donc, il y a le programme chemsex des réseaux qui offre des services d'intervention en temps individuel et des groupes pour des personnes qui ressentent le besoin de réfléchir sur leur pratique de chemsex. Le programme Contact de l'organisme AIDS Community Care Montréal qui offre du matériel, du soutien et de l'information. La plateforme d'intervention monboss.ca, c'est une plateforme d'intervention virtuelle qui permet aux personnes d'évaluer leur propre consommation et éventuellement avoir un rendez-vous avec un intervenant. Et j'ai mis aussi d'autres ressources à l'extérieur de Montréal. Donc, il y a Miel Québec, le CIUS de la capitale nationale, les Bras-Outaouais, qui offrent des services sur le chemsex. Il y a également le groupe Sexualité au CIUS Centre-Sud, au Centre de réadaptation et dépendance de Montréal. La communauté de pratique intersection qui essaye de réunir des professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé sexuelle et de la dépendance, donc un peu comme vous le faites pour les troubles concomitants. Il y a également, si vous souhaitez, quelques capsules vidéo sur le chemsex qui expliquent un peu le phénomène et les façons d'intervenir qui a été faite par une stagiaire ou au département de sexologie et du CAM et qui est hébergée aussi dès l'Institut universitaire sur les dépendances. Et également, si vous voulez savoir davantage, il y a le site de témoignages Ça prend un village, qui est en fait une ressource par et pour, qui offre des témoignages des personnes qui ont traversé par une dépendance au Crystal Met. Voilà quelques références utiles que j'ai utilisées aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, je reste disponible si vous avez des questions.